Je me souviens de ce jour comme gravé dans ma mémoire, un jour qui aurait dû être le plus heureux de la vie de ma fille. Au contraire, il a changé le cours de ma vie à jamais. Je m'appelle Walter Evans. Je suis un machiniste à la retraite de Milwaukee, dans le Wisconsin, et j'ai toujours cru que je ferais tout pour ma fille unique, Madison. La matinée du mariage de Madison s'annonçait froide et grise, même si c'était censé être le premier week-end chaud d'avril. J'étais assis dans ma vieille Chevrolet Malibu bleue, garée au milieu d'une marée de véhicules de luxe devant le domaine de Willow Creek, un lieu si chic que j'ai dû vérifier l'adresse. Cadillac, Tesla et même une Rolls-Royce scintillaient sur le parking. Ma Malibu, avec ses freins grinçants et ses taches de café, me faisait l'effet d'un enfant perdu dans une parade. Dans la poche de ma veste, je gardais une enveloppe si lourde qu'elle me serrait la poitrine. 23 000 $. Toutes mes économies de retraite, des mois de double journée et de dîners manqués, tout cela entassé dans ce seul bout de papier. J'avais gratté jusqu'au dernier centime pour que ce jour soit possible pour Madison. Je me disais qu'elle se souviendrait de ce geste toute sa vie. C'est ce que font les pères. Du moins, c'est ce que je croyais. En regardant les autres invités sortir de leur voiture de luxe, vêtus de costumes sur mesure et de robes étincelantes, je me sentais comme un acteur se trompant de scène. Le parfum des tulipes de luxe flottait dans la brise, se mêlant au son lointain d'un quatuor à cordes jouant dans le jardin. Mon costume, repassé et emprunté à mon beau-frère, me démangeait au mauvais endroit, mais je me disais que personne ne le remarquerait. Puis je l'ai vue. Madison, ma petite fille, vêtue de dentelle blanche et ressemblant à s'y méprendre à une mariée de magazine. Elle riait, la tête renversée en arrière, entourée de ses futurs beaux-parents, la famille Harrington, du nord de l'État. Elle riait, la tête renversée en arrière, entourée de ses futurs beaux-parents, la famille Harrington, du nord de l'État de New York. Son fiancé, Graham Harrington, se tenait à ses côtés, vêtu d'un costume qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Ses parents, Charles et Vivian Harrington, avaient l'allure d'une famille royale de country club, parfaitement posés et élégants, chaque geste empreinte de cette assurance financière qui faisait que les gens ordinaires comme moi se sentaient invisibles. J'hésitais sur le trottoir, hors de vue, regardant Madison sourire à Vivian comme si elle était déjà sa fille. Je me souvenais de l'époque où Maddie courait vers moi après l'école, les bras tendus, pleurant à cause de ses genoux écorchés ou de ses mauvaises notes, me regardant comme si j'étais tout pour elle. Maintenant, je n'étais plus que le seul à payer la facture. Pourtant, je redressai les épaules et me dirigeai vers elle. Avant même que je puisse la saluer, le sourire de Madison s'est illuminé. « Oh, papa, tu es là. Je n'étais pas sûre que tu arriverais à temps, » a-t-elle dit en jetant un coup d'œil à son téléphone comme pour confirmer quelque chose de plus important. J'ai ravalé ma douleur. Elle s'est immédiatement retournée, passant son bras sous celui de Vivian. « Maman, Charles, on y va. Le coordinateur a besoin de nous. »« Maman ?» Elle appelait Vivian « maman ». Mon ex-femme, Dana, n'était pas venue aujourd'hui, mais entendre Madison offrir ce titre à une autre femme devant moi m'a fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. « Monsieur Evans, » dit Charles Harrington en me serrant la main d'une main ferme mais froide, « Madison dit beaucoup de bien de vous. » « La retraite vous convient-elle bien? » J'ai forcé un sourire poli. « C'est un changement, mais j'y arrive. » Félicitations pour la naissance d'une fille aujourd'hui. Vivian se pencha, la voix douce comme la soie. On se sent tellement chanceux. Elle s'intègre parfaitement à notre famille. Sa façon de parler de notre famille et le sourire radieux de Madison face à ce compliment m'ont tout dit sur ma place dans la nouvelle hiérarchie. Pourtant, je les suivais, plus spectateur que père. Les invités affluaient dans le hall de marbre. Chaque centimètre carré décoré de lys et de bannières bordées d'or sur lesquelles était écrit Harrington Evans. J'avais payé la majeure partie. Tout ce que je voulais, c'était une simple photo avec ma fille. À l'intérieur, les serveurs proposaient du cidre pétillant et des pâtisseries sur des plateaux en argent. J'ai décliné, les mains trop nerveuses pour tenir un verre. Mon cœur battait fort lorsque j'ai croisé le regard de Madison.
Mads, puis-je avoir un moment avant la cérémonie? Elle hésita, jeta un coup d'œil à Charles et Vivian, puis hocha vivement la tête. Fais vite, papa, le photographe a un emploi du temps serré. Ces mots me blessèrent, mais je persistai. Je voulais juste te dire combien ta mère serait fière si elle était là. Et combien je le suis, quoi qu'il arrive. Ma voix se brisa, mais elle ne le remarqua pas, jetant déjà un coup d'œil vers sa nouvelle famille. Le coordinateur du mariage, un jeune homme nommé Félix, s'est précipité. Famille Evans, par ici, s'il vous plaît. On commence les portraits de famille avant la cérémonie. Ma poitrine se gonfla. Enfin, un moment pour me tenir aux côtés de ma fille, dans une image qui perdurerait longtemps après le fanage des fleurs. Nous sommes allés au jardin, où le soleil était enfin apparu, illuminant le kiosque blanc et la pelouse verte au-delà. Félix répartit soigneusement tout le monde en groupes. La famille proche d'abord, dit-il joyeusement en désignant Madison, Graham, Charles et Vivian. Je m'avançai, mais Madison me tendit le bras d'une main rapide et imperceptible. En fait, Félix, dit-elle doucement mais fermement, juste les Harrington pour celle-ci. Papa, pourrais-tu attendre une minute près de la fontaine? Il m'a fallu une seconde pour comprendre ce qui se passait. Devant tout le monde, elle choisissait sa nouvelle famille plutôt que l'homme qui l'avait élevée. Félix semblait incertain. « Oh, pardon, Monsieur Evans, peut-être le prochain? » J'ai hoché la tête et me suis retiré au bord de la fontaine, les mains tremblantes, les regardant poser, photo après photo, la famille parfaite, Madison au centre, entre Charles et Vivian, tous souriant devant l'objectif. Je me sentais plus comme un aide que comme un père. Les minutes passèrent, puis d'autres photos, d'autres combinaisons, cousins, oncles, amis de fac. On ne m'appela que pour une grande photo de groupe, perdue dans une mer de visages, ma fille me jetant à peine un coup d'œil. Une fois la réception terminée, Madison s'est précipitée. « Merci, papa. Le coordinateur dit que c'est fini, alors tu peux aller chercher ta table pour la réception. Je dois finir de me préparer. » J'aurais voulu lui dire quelque chose. Lui demander pourquoi elle me repoussait, pourquoi elle laissait ces inconnus occuper l'espace que j'avais travaillé toute ma vie à créer pour elle. Mais les mots me sont restés. J'ai simplement hoché la tête et suis rentré, l'enveloppe pesant toujours dans ma poche, plus lourde que jamais. Ma place assignée était dans un coin éloigné, à côté d'un vieil ami de l'usine et d'une cousine éloignée que je reconnaissais à peine. J'essayais de me concentrer sur la joie de la journée, en me demandant si ce n'était peut-être que la nervosité ou le stress qui parlait. Peut-être que plus tard, au bal, elle m'inviterait à partager ce moment père-fille dont je rêvais depuis qu'elle était petite. Mais en regardant Madison se frayer un chemin dans la foule, riant et rayonnante avec sa nouvelle belle famille, j'ai compris la vérité, elle n'était plus ma petite fille. Elle s'était construit une nouvelle vie. Une vie qui n'avait pas de place pour une vieille ouvrière de Milwaukee, sauf, bien sûr, quand elle avait besoin de quelqu'un pour payer les factures. L'orchestre commença à jouer et la réception de mariage s'anima sous les applaudissements, les verres qui trinquaient et les rires légers de ceux qui avaient toujours été là. Assise dans un coin, silencieuse, le cœur lourd, j'attendais le moment où tout ce que j'avais fait pour ma fille serait reconnu. Mais au fond de moi, je savais que ce moment n'arriverait pas. Le service commença peu après, les serveurs se déplaçant d'une table à l'autre avec une efficacité éprouvée. J'effleurai à peine le filet de saumon dans mon assiette, piquant les asperges tandis que des éclats de rire et de conversation me submergeaient comme un bruit de fond. De temps à autre, j'apercevais Madison se faufiler dans la salle, radieuse et affairée, sans jamais me regarder. J'écoutais des histoires à ma table, de vieilles blagues syndicales, des anecdotes sur mes petits-enfants, le genre de bavardage qui occupe les réunions de famille. Mais je n'étais qu'à moitié présent. Mon esprit remontait le temps. Les genoux écorchés que j'avais bandés, les devoirs d'algèbre tard le soir que j'avais mal faits, les heures supplémentaires que j'avais faites pour que Madison puisse participer aux sorties scolaires sans jamais se sentir exclue. À cet instant, ces sacrifices me semblaient bien lointains, comme s'ils avaient été consentis par un autre homme. Un toast fut porté.
Charles Harrington se leva le premier, verre à la main, prononçant un discours sur les valeurs familiales et l'avenir que Madison et Graham allaient construire ensemble. Chaque mot était poli, assurait une performance mémorable. Il qualifia Madison de « véritable Harrington désormais » et la foule applaudit comme si elle venait d'être anoblie. Vivian a ensuite prononcé son propre discours, empreint de chaleur et d'affection, juste ce qu'il fallait. Elle s'est souvenue de sa première rencontre avec Madison lors d'un événement caritatif, la décrivant comme « brillante, enthousiaste et déjà membre de notre famille dès notre première poignée de main. J'ai attendu, priant pour une simple allusion à son père. » Rien? Finalement, Graham se leva. « À ma magnifique épouse, Madison, qui a fait de moi l'homme le plus chanceux du monde. À mes parents, qui ont rendu cette journée possible. Et à vous tous, notre famille, pour avoir rendu cette journée inoubliable. » Il leva son verre. Madison lui sourit, les yeux brillants. « À la famille, répéta-t-elle. » Pas une seule fois, son regard ne croisa le mien. Après les applaudissements, l'orchestre a entamé une valse et la piste de danse s'est remplie de couples. Assise à ma table, j'attendais avec impatience la traditionnelle danse père-fille, le seul moment que je m'étais promis de vivre, quelle que soit la suite de la journée. J'ai regardé Madison et Graham tournoyer sur la piste de danse, les lumières scintillant sur sa robe. Un silence s'installa lorsque le chef d'orchestre appela le père de la mariée. Mon cœur bondit. Je me levai, lissai ma veste et fis un pas en avant. Mais, alors que j'atteignais le bord de la piste, Madison m'intercepta avec un sourire si éclatant et si fragile qu'il faillit me briser. « Oh, papa, dit-elle rapidement, la voix basse. L'oncle de Graham, Rick, va faire la danse père-fille. C'est une sorte de blague familiale. J'espère que ça ne te dérange pas, tout le monde s'y attend. Tu comprends, n'est-ce pas? » Elle me serra la main, son regard me fixant du coin de l'œil. J'ai essayé de garder mon calme, hochant la tête tandis qu'elle s'éloignait. J'ai regardé Rick, un homme costaud, trop parfumé et au rire tonitruant, prendre la main de ma fille et la faire tournoyer sur la piste de danse sous les applaudissements et les acclamations. La chanson était « What a Wonderful World ». Madison a ri, Rick l'a trempé, et la foule a dévoré. Au fond de moi, quelque chose s'est fissuré. Je m'étais dit que tout me conviendrait. Mais là, c'était différent. Tout cela s'effaçait devant une salle pleine d'inconnus, dont la plupart avaient été nourris et divertis par mes soins. Je me suis rassis, m'efforçant de ralentir ma respiration. L'enveloppe dans ma poche, les 23 000 $ que j'avais prévu de transférer demain matin, me semblait comme un charbon ardent pressé contre la poitrine. Chaque détail de la réception, des assiettes bordées d'or à l'orchestre de jazz composé de 10 musiciens, était un poste budgétaire pour lequel j'avais fait des sacrifices. La facture était bien plus que de l'argent, c'était du temps, de la sueur, des anniversaires manqués et tous les petits bonheurs que j'avais renoncé pour offrir le monde à Madison. De l'autre côté de la pièce, Madison et Graham dansaient, inconscients de la douleur qui me transperçait. Mon cousin Bali, remarquant mon visage, me donna un coup de coude. « Ça va, Walt? Tu as l'air d'être à des kilomètres. » J'ai réussi à esquisser un léger sourire. « Je prends juste le temps de tout comprendre, Bobby. » Il hocha la tête. « Elle a vraiment réussi, hein? Je me souviens quand tu l'emmenais au championnat de football américain dans ce vieux pick-up. Tu t'en es bien sorti, Walt. » J'ai hoché la tête, ne sachant pas si je devais rire ou pleurer. Puis le micro crépita. Vivian prit à nouveau la parole, invitant cette fois Madison et Graham à venir au premier rang pour une présentation familiale. Elle appela Charles et elle-même, puis plusieurs cousins et amis un par un, tous des Harrington. Ils entourèrent Madison et Graham, brandissant une courte pointe confectionnée avec des tissus de famille, une tradition qui, selon Vivian, symbolisait la force et la continuité de la lignée Harrington. J'ai réalisé, à cet instant, ce que j'étais devenu, un étranger au mariage de ma fille, une simple note de bas de page dans l'histoire de sa nouvelle vie.
Pas de carré de courte pointe pour Walter Evans, pas de place dans le nouvel arbre généalogique. Juste une place dans un coin et un carnet de balles vide. Je restai immobile, les regardant poser pour d'autres photos. La photographe, une jeune femme à l'œil vif, capta mon regard et se détourna aussitôt. J'étais comme invisible, une ombre dans une pièce construite par mes propres sacrifices. La soirée avançait. J'ai vidé mon vin en 2 longues gorgées et j'ai jeté un coup d'œil à l'horloge. L'enveloppe dans ma poche s'alourdissait d'heure en heure. Pour la première fois depuis des décennies, j'avais l'impression d'être vraiment et complètement seul. Mais même assis là, je sentais quelque chose changer au plus profond de moi. Peut-être était-ce la douleur de la perte, ou peut-être une lueur de dignité. Je ne savais pas quoi faire ensuite, mais je savais une chose, je ne serais pas l'homme qui aurait financé sa propre disparition. Après la présentation familiale, la soirée s'est déroulée dans un défilé de routine bien rodé, découpe du gâteau, lancer du bouquet, nouveau toast. J'observais depuis ma table, en observateur silencieux. De temps en temps, quelqu'un s'arrêtait pour me serrer la main ou me tapoter le dos. Magnifique mariage, Walt. Tu dois être fier. J'acquiesçais, les remerciais et retournais à ma coupe de champagne. La véritable célébration des Harrington se déroulait à la table d'honneur, où les rires étaient plus forts, les sourires plus éclatants, et où chaque blague semblait placer Madison au cœur de leur univers. Elle était radieuse, baignée de leur chaleur. J'essayais de me rappeler que c'était ce que je souhaitais pour elle, une vie épanouie, un avenir heureux, plus que je ne pourrais jamais lui donner. Mais c'est difficile de célébrer quand on est à l'écart de sa propre famille. À un moment donné, je me suis glissé sur la véranda pour prendre l'air. La nuit était fraîche et claire, les étoiles scintillaient au-dessus des lumières scintillantes de la ville. Je me suis adossé à la balustrade, téléphone à la main, et j'ai parcouru sans but de vieilles photos, Madison à 5 ans dans son costume de sorcière d'Halloween, Madison à 12 ans gagnant le concours d'orthographe, Madison coiffée de sa casquette de fin d'études secondaires, me serrant dans ses bras comme si j'étais morte. Ma poitrine se serrait, nostalgique de ces jours plus simples, où être son père signifiait tout. Soudain, mon téléphone a vibré, un message de mon vieil ami Joe, qui n'a pas pu assister au mariage à cause de son opération du dos. Comment se passe le grand jour, Walt? Ne te laisse pas marcher dessus. Les enfants oublient, mais un bon père ne le fait jamais. J'ai regardé l'écran un moment. Puis j'ai répondu, « Tu avais raison, Joe. J'aurais dû en garder un peu plus pour moi. J'espère que tu vas mieux. » À mon retour dans la salle de bal, l'ambiance avait changé. C'était l'heure des cadeaux et des remerciements. Charles prit la parole. Avant de conclure cette merveilleuse célébration, je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à rendre cette journée parfaite. Ma femme Vivian, pour son travail acharné. Notre famille élargie et nos amis. Et, bien sûr, le père de Madison, Walter Evans, qui a donné avec tant de générosité. Tous les regards se tournèrent vers moi, et il y eut quelques applaudissements polis. Madison sourit gracieusement, mais son regard glissa rapidement sur moi, comme si nous savions tous les deux que ce remerciement n'était que de la poudre aux yeux. Charles poursuivit, « Et maintenant, comme le veut la tradition, nous offrons un cadeau spécial aux heureux mariés, un acompte pour leur première maison. » Il fit un geste, et un serviteur apporta une grande boîte enveloppée d'un ruban. Madison haleta, et Graham sourit, déchirant le paquet pour révéler un trousseau de clés posé sur une pile d'enveloppes. Charles expliqua, une petite tradition familiale Harrington, un bon départ et une maison bien à eux. D'autres applaudissements, d'autres câlins, d'autres photos. J'ai applaudi avec les autres, mais dans ma tête, je faisais le calcul. Je savais que ces enveloppes contenaient des milliers, peut-être des dizaines de milliers, de quoi lancer leur nouvelle vie. Personne n'a demandé si la famille Evans avait contribué. Personne n'a mentionné que le traiteur, l'orchestre, ni même les fleurs sur les tables provenaient de mon épargne retraite. J'étais le moteur invisible qui faisait tourner tout, jamais invité à prendre place aux premières loges. Quelques invités commencèrent à partir.
À ma table, la cousine maternelle de Madison se pencha et murmura « Dure soirée, hein, Walt? Je pensais qu'il y aurait autre chose pour toi. » Elle a changé. Je hochai la tête, incapable d'exprimer mes sentiments. Soudain, Félix, le coordinateur du mariage, s'est approché avec un presse-papier. « Monsieur Evans, juste un petit rappel, le solde du lieu sera réglé demain à 8 heures. C'est dans le contrat, mais si vous avez besoin de faire des ajustements, vous pouvez appeler mon bureau avant. » J'ai cligné des yeux, surprise. « Le montant total? » « Oui, monsieur. » Votre chèque couvrira la salle, le traiteur, les fleurs, les animations, tout sauf le photographe, payé d'avance par les Harrington. Si vous avez des questions, ma carte est dans le dossier. Il me glissa un paquet dans la main, puis s'enfuit précipitamment pour rassembler les musiciens. J'ai regardé le contrat. 23 000 $. Je me disais depuis des mois que ça valait le coup, que le devoir d'un père était de faire en sorte que le mariage de sa fille soit le plus beau jour de sa vie. Mais en regardant Madison tournoyer dans les bras de sa nouvelle famille, tout cela me semblait être le paiement d'un billet pour ma propre disparition. C'est là que l'idée a germé, une pensée sourde et tenace que je ne pouvais ignorer. L'argent n'avait pas encore été viré. Mon chèque était postdaté, l'alerte bancaire était fixée au lendemain matin. Et si je ne payais pas? Et si je faisais enfin quelque chose pour moi? Mais une autre voix, celle de ma défunte épouse Dana, me murmurait « Ne la gêne pas. Ne fais pas de scène. C'est toujours ta fille. » Je restais là, tiraillé entre ma fierté et ma loyauté, deux instincts qui m'avaient toujours tiré dans des directions opposées. Puis, alors que la nuit touchait à sa fin, Madison s'est enfin approchée de moi, presque comme une pensée après coup. Elle m'a serré brièvement contre l'épaule. « Merci pour tout, papa. Tout est parfait. Je sais que tu as fait de ton mieux. On va faire un petit tour en voiture avec les Harrington. On se voit avant notre lune de miel? » J'ai hoché la tête, trop fatigué pour discuter. Elle a disparu dans le tourbillon des sympathisants et des flashs, sa robe blanche flottant derrière elle comme le drapeau d'un nouveau pays que je ne serais jamais autorisé à visiter. Je m'assis à la table vide, le poids de la journée s'abattant sur moi. L'enveloppe me semblait une encre. Mon cœur battait la chamade. Je savais, à cet instant, que la décision du lendemain allait tout changer. La fête s'éteignit, les invités partirent, et bientôt, seul subsistait le tintement des verres et les voix étouffées du personnel débarrassant les tables. Je m'attardai, incapable de partir. Les yeux fixés sur la pièce maîtresse de rose blanche achetée avec l'argent que j'avais économisé pour un autre avenir. Félix me fit un signe de tête poli en ordonnant aux employés de ranger le linge. Dans cette salle caverneuse, je me sentais plus petite que jamais. Je suis sorti, sur le parking où l'on chargeait les derniers SUV de luxe. Je me suis adossé à ma Chevrolet Malibu cabossée, les yeux rivés sur le ciel infini du Wisconsin. J'ai essayé de me souvenir de ce qu'était l'espoir. Pendant un moment, je suis resté planté là, à repasser chaque instant de la journée dans ma tête. Chaque détail était précis, l'expression de Madison lorsqu'elle m'a présenté les Harrington, son rire éclatant avec Vivian, la chaleur qu'elle leur prodiguait si facilement, la distance qu'elle gardait avec moi. Je me suis demandé où j'avais fait fausse route. Était-ce lorsque Dana était décédée et que j'avais cessé d'être drôle? Était-ce à cause de tous ces soirs où je rentrais trop fatigué pour parler? Ou avait-il simplement été plus facile pour elle de s'éloigner que de rester attachée à une vie qu'elle voulait oublier? J'ai ressorti mon téléphone. Le photographe du mariage avait publié la première série de photos sur un groupe de discussion. Les images défilaient les unes après les autres, Madison souriant entre Charles et Vivian, Graham la plongeant dans une danse théâtrale, la famille Harrington rassemblée devant la propriété. Je me cherchais, mais sur chaque image, j'étais en arrière-plan flou, sur le côté, ou complètement absente. Sous les photos, les gens commentaient « Superbe marié ». Quelle belle famille. Tant d'amour sur chaque photo. Personne ne remarquait le vieil homme fatigué dans le costume emprunté.
De retour dans ma voiture, j'ai posé ma tête sur le volant, épuisé. Je n'ai pas pleuré. J'étais trop vieux pour ça, ou peut-être juste un peu perdu. Au lieu de cela, j'ai senti un engourdissement glacial s'installer dans ma poitrine, une sorte de résignation. C'était la récompense de mes années de dur labeur, une seule nuit d'invisibilité, payée au centuple. Mais même épuisé, je ne pouvais ignorer la voix dans ma tête, la mienne, mais plus aiguë. Tu n'es pas qu'un portefeuille. Tu es son père. Et tu mérites mieux que ça. J'ai ouvert le dossier du contrat et relisé les termes. Le chèque ne serait traité qu'à 8 heures du matin. Si j'appelais la banque dès le matin, je pourrais bloquer le virement. Ce serait le chaos pour les fournisseurs, peut-être même un désastre. Mais soudain, je me suis demandé pourquoi leur confort importait plus que ma dignité. Je me suis souvenu des histoires que mon père me racontait dans mon ancien quartier. Un homme doit connaître sa valeur, Walt. Sinon, personne d'autre ne la connaîtra. J'avais peut-être trop longtemps oublié la mienne. Assise là, la voix de Madison, enfant, résonnait à mes oreilles. « Papa, promets-moi que tu seras toujours là. » J'avais été là. À chaque pièce de théâtre, à chaque Noël, à chaque chagrin d'amour. J'avais été là avec un panier repas le matin et une lumière allumée le soir. J'avais passé des années à m'assurer qu'elle ne manque de rien, même si cela signifiait que je le serais aussi. Mais ce soir-là, elle n'avait même pas regardé en arrière pour voir si j'étais toujours dans la pièce. C'est alors que la solitude s'est transformée en autre chose, une détermination d'acier. J'ai sorti l'enveloppe et j'ai présenté le chèque au plafonnier. 23 000 $. De quoi réparer le toit, voyager une fois dans ma vie, et peut-être même reprendre la pêche comme je l'avais rêvé. Pourquoi cet argent devrait-il financer le bonheur de gens qui me voyaient à peine? Pourquoi devrais-je financer l'effacement de ma propre existence? Je savais ce qui m'attendait si je n'agissais pas. Les appels, la panique de Félix et des vendeurs. Peut-être même un message furieux de Madison. Mais si c'était le prix à payer pour être enfin vu, non pas comme une tirelire, mais comme un homme, peut-être que ça en valait la peine. Soudain, je n'étais plus fatigué. J'ai pris une bouffée d'air frais de la nuit, plus pur que tout ce que j'avais bu de la journée. J'ai sorti le chèque de son enveloppe et, d'une main tremblante, je l'ai déchiré en 2. Puis en 4. Puis, lentement et méthodiquement, je l'ai laissé tomber en petits morceaux sur le siège passager. Un calme étrange m'envahit. Je n'étais ni en colère ni rancunière. Je me sentais simplement libre. J'avais fait ma part et l'équivalent de toute une vie. Le reste dépendait désormais de Madison. Si elle voulait que sa nouvelle famille la soutienne, elle pouvait le leur demander. J'ai démarré et j'ai roulé jusqu'à chez moi à travers les rues désertes de Milwaukee, les lumières de la ville scintillant comme des promesses lointaines. Ma maison m'attendait, petite, un peu délabrée, mais à moi. Je suis entré et j'ai posé le dossier des contrats sur la table de la cuisine, à côté de la photo encadrée de Madison enfant. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai regardé cette photo et j'ai souri. Je me suis servi un verre d'eau, je me suis assis dans mon fauteuil préféré et j'ai écouté le silence. Cela ressemblait beaucoup à de la paix. Demain, le monde serait différent. Pour la première fois, peut-être, j'étais d'accord avec ça. Le soleil matinal filtrait par la fenêtre de ma cuisine, répandant des reflets dorés sur la table. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, une légèreté inhabituelle dans la poitrine. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais plus aucun poids, aucune appréhension concernant le solde de mon compte, aucune sensation d'être piégé dans le rêve de quelqu'un d'autre. Je me suis servi un café noir, je me suis assis à table et j'ai ouvert le journal, comme si c'était un samedi ordinaire. Mais avant même d'arriver aux bandes dessinées, mon téléphone a sonné. C'était un numéro inconnu, mais j'ai su qui c'était avant même de répondre. Monsieur Evans, c'est Félix de Willow Creek Estate. Nous appelons au sujet du paiement du mariage. Il semble y avoir un problème, votre chèque n'a pas été encaissé. Pourriez-vous passer ou appeler la banque? Nous sommes sûrs qu'il s'agit simplement d'une erreur.
J'ai failli rire. Pendant des années, j'avais tout laissé tomber pour régler les problèmes des autres. J'aurais traversé la ville en courant pour arranger les choses, pour éviter à Madison d'être embarrassée, pour sauver la situation par un autre sacrifice. Mais maintenant, en sirotant mon café, je n'éprouvais qu'un étrange soulagement. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas de confusion, Félix, dis-je calmement. J'ai décidé de ne pas payer. J'espère que tu pourras arranger les choses avec les autres parties. Il y eut un long silence, puis un bégaiement. Monsieur Evans, c'est très inhabituel. Votre fille? Je l'ai interrompu. Ma fille m'a clairement fait comprendre hier qu'elle avait une nouvelle famille. Peut-être qu'ils pourront l'aider. J'ai raccroché avant qu'il puisse en dire plus, j'ai posé le téléphone et j'ai fini mon café. Le monde ne s'est pas écroulé. Ma maison ne s'est pas effondrée. Je n'ai pas été frappé par la foudre pour avoir enfin choisi ma place. Plus tard dans la matinée, alors que je m'occupais du petit carré de tomates dans mon jardin, mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'était Madison. « Papa! Que se passe-t-il? » Sa voix était sèche, paniquée. « Félix dit que tu as annulé le chèque. Ils ne peuvent pas traiter les paiements. Le traiteur menace d'appeler la police. » J'ai écouté son discours pendant 1 minute entière avant de répondre. Madison, hier, tu as fait ton choix. Tu as dit au monde que je ne faisais pas partie de ta famille. Tu m'as remplacé sur chaque photo, chaque danse, chaque discours. Mais quand tu as eu besoin de quelque chose, soudain, je suis redevenu ton père. Elle resta silencieuse, et pendant un instant, j'entendis la petite fille qu'elle était autrefois perdue, incertaine, attendant que je répare tout. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. Pas cette fois. Papa, s'il te plaît, dit-elle d'une voix brisée. Tout le monde me regarde. Les Harrington ne paieront pas l'addition, ils disent que ce n'est pas leur responsabilité. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça le week-end de mon mariage. C'est peut-être la leçon dont tu as besoin, m'a dit. La famille. Ce n'est pas seulement pour les moments opportuns. Si tu veux mon aide, traite-moi comme un père tous les jours, pas seulement quand il y a un chèque à signer. Mais les vendeurs? Je suis désolé, Madison. Tu trouveras. Tu es forte. Tu as une toute nouvelle famille pour te soutenir maintenant. Elle sanglotait. Ça me brisait le cœur, mais je restais silencieux. Quand elle raccrocha enfin, je posai le téléphone sur le rebord de la fenêtre et retournai dans mon jardin. Le reste de la journée s'est déroulé tranquillement. J'ai lu, parcouru le quartier, rattrapé les réparations que j'avais négligées. Chaque heure qui passait me donnait l'impression que ma décision était la bonne. J'avais tout donné, temps, argent, cœur. Je ne devais pas non plus ma dignité. Ce soir-là, alors que le soleil déclinait, on frappa à ma porte. Je m'attendais presque à ce que ce soit Madison ou même Graham et ses parents, mais c'était mon cousin Bobby, 2 tasses de café à la main et un sourire compatissant. « J'ai entendu parler du feu d'artifice à Willow Creek, dit-il en me tendant une tasse. C'est le chaos. Certains disent que tu es un héros, d'autres que tu as perdu la tête. Moi? Je crois qu'il est grand temps que quelqu'un prenne la défense des petits. » Nous étions assis sur la véranda, à écouter les grillons. Pour la première fois depuis des lustres, je me sentais considéré non pas comme une source de revenus ou un personnage tragique, mais comme un homme courageux. « Tu sais ce qui est le plus beau? » demanda Bobby. « Tu te réveilleras demain avec tes économies et ton amour-propre. Ça ne se trouve pas dans les catalogues de mariage. » J'ai ri. C'était bon, franchement. L'air était frais, le ciel violet et bleu. J'ai alors réalisé que je n'avais pas seulement sauvé mon argent, j'avais sauvé mon âme. À mesure que la nuit tombait, j'ai ressenti la douleur de la perte, mais elle était plus vive qu'avant. Moins liée à l'oubli, plus à l'abandon. Je ne savais pas si Madison me pardonnerait un jour. Peut-être pas. C'était peut-être le prix à payer pour se libérer. Mais je pouvais me regarder dans le miroir et savoir que j'avais fait le bon choix.
Pour la première fois de ma vie, j'en avais assez de m'excuser d'être moi-même. Demain, je me réveillerai et commencerai à vivre pour moi. Le dimanche, la nouvelle du débâcle du mariage Evans avait fait le tour de la ville. Mon téléphone vibrait de messages, des réprimandes, des encouragements, quelques-uns simplement curieux. J'en ai ignoré la plupart, même si quelques vieux amis m'ont appelé pour me dire « J'aurais aimé avoir le courage de faire pareil, Walt. » À midi, l'histoire était déjà en train d'être réécrite. Certains disaient que j'avais gâché le grand jour de ma fille par méchanceté. D'autres murmuraient que j'y étais poussé par des années de manque de respect. Finalement, je savais que cela n'avait plus d'importance. La vérité, comme l'amour, est souvent invisible dans une pièce pleine d'inconnus. C'était le silence de Madison qui me faisait le plus mal. Elle ne m'a plus rappelé ce jour-là. Pendant des années, j'avais tout laissé tomber pour répondre à sa moindre demande. Maintenant, le téléphone était silencieux sur la table de ma cuisine, tandis que le soleil de l'après-midi filtrait sur le linoléum. J'essayais de donner un sens à ma journée, balayer le porche, réparer un volet cassé, trier des cartons au grenier. Pendant que je travaillais, je revoyais des scènes du mariage. Je revoyais encore le visage de Madison lorsqu'elle comprit que sa nouvelle famille ne la sauverait pas. Je me souvenais du tremblement dans sa voix, de la façon dont elle s'était tournée vers moi, paniquée et non amoureuse. Une partie de moi brûlait d'envie de réparer ça. Mais la partie la plus profonde, la plus silencieuse, celle qui était restée silencieuse trop longtemps, me maintenait ferme. J'avais pris position non seulement pour moi-même, mais aussi pour chaque parent silencieux et oublié qui avait été effacé de l'histoire de son enfant. Ce soir-là, j'ai appelé Joe, mon ami en convalescence après une opération. Il a décroché à la première sonnerie. « Walt, tu as fait la une. » gloussa-t-il en toussant légèrement. « Tout le monde parle de toi au VFW. Même Marlène dit que tu es une légende maintenant. » J'ai réussi à rire. Ouais, une légende fauchée. Madison ne me parlera peut-être plus jamais. Peut-être, dit Joe. Ou peut-être qu'elle comprendra enfin le prix du respect. Parfois, on n'apprend qu'à la dure. Nous avons discuté pendant 1 heure, principalement du bon vieux temps. À la fin de l'appel, j'avais retrouvé le moral. J'ai réalisé qu'il y avait une vie après la paternité. Il y avait un monde au-delà du rôle de pourvoyeur de fonds. Le lendemain matin, j'étais assis sur ma véranda à siroter un café lorsqu'une voiture s'est arrêtée sur le trottoir. Un instant, j'ai cru que Madison était arrivée, mais c'était Vivian Harrington. Elle est sortie dans son impeccable tailleur-pantalon bleu marine, la posture impeccable. Elle a remonté l'allée en faisant claquer ses talons. « Monsieur Evans » commença-t-elle d'une voix calme. J'ai pensé qu'on devrait se parler en privé. Je l'ai invitée à entrer et lui ai proposé un café. Elle a refusé. J'espère que vous comprenez, dit Vivian, que vos actions ont mis Madison et Graham dans une situation très difficile. Ils sont très gênés, sans parler du stress financier. J'ai hoché la tête, mais j'ai gardé une expression neutre. Elle a poursuivi, bien que je comprenne vos sentiments, je pense que vous auriez pu gérer les choses différemment. Nous aurions apprécié un peu plus de prévenance. J'ai souri doucement, lassé des explications. Madame Harrington, j'ai passé des années à donner des avertissements. Ils n'ont tout simplement pas été entendus. Vivian fronça les sourcils, sentant l'inutilité d'insister davantage. Très bien. Je suppose qu'au final, chaque famille a ses moments. Madison trouvera sa voie. Et toi, eh bien, tu trouveras peut-être un peu de paix. Elle se leva pour partir, puis marqua une pause. Vous savez, parfois, il faut une crise pour que les gens comprennent ce qui est vraiment important. Après son départ, je suis resté assis un long moment à méditer sur ses paroles. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que cette rupture forcerait Madison à reconsidérer sa trajectoire. Ou peut-être que nous nous éloignerions encore davantage. Je ne pouvais pas plus contrôler ses choix que je ne pouvais forcer la pluie à tomber.
J'ai passé l'après-midi au lac, un endroit que j'avais trop longtemps négligé. L'air était pur et frais, l'eau scintillant sous le ciel dégagé. J'ai lancé ma ligne, sans m'attendre à rien attraper, savourant simplement le rythme lent et régulier de la solitude. Les soucis et les regrets se sont estompés, remplacés par un sentiment grandissant de possibilités. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à l'épicerie. Le caissier, un jeune homme au regard bienveillant, a souri en encaissant mon pain et mon lait. « J'ai entendu parler du mariage », a-t-il dit doucement. « Vous avez bien fait, monsieur. Mon père dit toujours, ne vous laissez pas traiter comme un paillasson. Même pas vos enfants. » J'ai ri. Ton père est un homme intelligent. À la tombée de la nuit, je suis rentré chez moi, mon sanctuaire. J'ai compris que la paix, la vraie paix, ne vient pas du besoin ou du désir. Elle vient de la connaissance de sa propre valeur, de la capacité à tenir bon même lorsque le monde attend de nous que nous cédions. Je me suis servi une tasse de thé, je me suis assis dans mon vieux fauteuil et, pour la première fois depuis des années, je me suis permis de rêver de nouvelles aventures, de journées de pêche, de road trips dans l'Ouest, et peut-être même de retrouver l'amour. J'ai réalisé que ma vie n'était pas terminée. Elle ne faisait que commencer. Et tandis que je m'endormais, le poids dans ma poitrine s'est finalement levé, remplacé par un espoir silencieux pour ce que demain pourrait l'apporter. La semaine suivante s'est déroulée dans un calme étrange et paisible. Sans les exigences constantes de l'organisation du mariage ni la crainte de n'être utile que comme compte en banque, mes journées semblaient libres et inhabituelles. J'ai préparé des repas simples, rangé la maison et enfin commencé ce vieux projet de menuiserie dans le garage. Une chaise à bascule que je m'étais toujours promis de construire un jour. Le téléphone sonna encore quelques fois. La plupart étaient des fournisseurs, me demandant poliment des nouvelles ou me rappelant gentiment les factures impayées. Certains, je le savais, espéraient que je cède et envoie un chèque. Mais ma résolution tenait bon. J'expliquai, calmement et honnêtement, que mon rôle dans le mariage avait pris fin dès que ma propre fille m'avait annoncé que je ne faisais plus partie de la famille. La plupart l'acceptèrent. Certains tentèrent de me culpabiliser. Mais je refusai de retomber dans le passé. Chaque soir, je me promenais dans le quartier, saluant des visages familiers. Je réalisais combien de choses de ma vie m'avaient manqué, les couchers de soleil paisibles, le bavardage des enfants qui jouent, les couleurs changeantes des feuilles parce que je me hâtais toujours vers la prochaine obligation. Maintenant, je prenais mon temps, respirant l'air lent et apaisant de la liberté. Ce n'est que vendredi après-midi que Madison a enfin rappelé. Sa voix était faible, tremblante et inconnue. « Papa, on peut parler ?» Je me suis préparé, m'attendant à de la colère, des accusations ou une nouvelle demande d'argent désespérée. Mais ce qui est arrivé m'a surpris. « Je suis désolé, murmura-t-elle. Pour tout. » Je me suis laissé emporter par tout ça, les Harrington, l'organisation, la pression de m'intégrer. Je pensais devoir choisir, que je pourrais construire une vie parfaite si je m'autorisais à oublier qui j'étais. Mais j'avais tort. Je n'aurais pas dû te traiter comme ça. Je n'aurais pas dû dire que tu n'étais pas de la famille. Pendant un instant, je n'ai pas pu parler. Les années de sacrifice, la douleur d'avoir été mise de côté, tout cela s'est emmêlé dans ma poitrine. Je voulais lui dire que les excuses ne pouvaient pas tout arranger, que la confiance, une fois brisée, prend du temps à se rétablir. Mais j'ai aussi entendu dans sa voix la petite fille, celle qui s'était un jour accrochée à ma main à la fête foraine, qui croyait que son père pouvait tout arranger. « Je ne suis pas parfaite non plus, m'a dit, dis-je doucement. J'ai peut-être trop essayé de te donner tout ce que je pouvais et j'ai oublié de te demander du respect en retour. Je t'ai peut-être laissé oublier d'où tu venais et qui t'a toujours soutenu. Mais je suis toujours là. Je le serai toujours, si tu me veux dans ta vie pour les bonnes raisons. » Elle renifla à l'autre bout du fil. « Je le veux, papa. Je veux arranger les choses. Je ne sais pas comment, mais je veux essayer. » Nous avons longuement parlé du mariage, de Graham, de ses craintes d'avoir déçu tout le monde. J'écoutais plus que je ne parlais.
Pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression d'avoir une vraie conversation, pas une négociation. Elle ne demandait pas d'argent. Elle demandait juste une chance. Dans les semaines qui ont suivi, Madison m'appelait souvent. Parfois elle venait prendre un café, parfois elle voulait juste des conseils sur la vie ou le mariage. On ne parlait ni de chèque ni d'urgence. Elle m'a même aidé à finir le locking chair, riant en ponçant les accoudoirs. Nous étions toutes les deux maladroites à nous excuser, mais petit à petit, le mur entre nous a commencé à s'effondrer. Quant aux Harrington, ils gardèrent leur distance. Graham et Madison finirent par régler leur dette de mariage, lentement, avec un peu de gêne et quelques dures leçons. Ce n'était pas le conte de fées promis par les magazines, mais c'était bien réel. Ils apprirent à gérer leur budget, à s'excuser et à voler de leurs propres ailes. Parfois, lors des soirées tranquilles, je m'asseyais sur ma véranda, dans mon nouveau locking chair, à écouter les bruits de la vie qui sillonnaient le quartier. La douleur d'antan se réveillait, mais elle ne me faisait plus autant mal qu'avant. Au lieu de cela, je ressentais quelque chose de différent, le sentiment d'avoir retrouvé ma valeur. J'ai enfin compris que l'amour ne consiste pas à payer pour être accepté. Il ne s'agit pas de tout sacrifier pour être utile ou de se taire pour le confort des autres. L'amour? J'avais appris, c'est l'honnêteté, l'établissement de limites et le courage d'exiger le respect, même de sa propre famille. Madison et moi ne sommes jamais redevenus ce que nous étions quand elle était petite. Trop de choses avaient changé. Mais nous avons construit quelque chose de nouveau, plus lentement, plus honnête, avec une place pour l'erreur et le pardon. Finalement, je n'ai pas perdu ma fille. Je me suis retrouvé. Et ce faisant, je nous ai offert à tous les deux le cadeau d'une vraie famille, non pas acheté, ni exigé, mais mérité, une conversation à la fois. Alors si vous lisez ceci ou si vous entendez mon histoire, laissez-moi vous donner un conseil d'un vieil homme qui a vécu bien des choses. N'attendez pas une crise pour vous affirmer. Ne confondez pas amour et sacrifice sans fin. Et n'oubliez jamais votre propre valeur, car lorsque vous la revendiquerez enfin, les personnes qui comptent pour vous y retrouveront. Je me suis adossé à ma chaise tandis que le soleil se couchait derrière les maisons, reconnaissante de la paix que procure le fait de lâcher prise et pour la fille, imparfaite mais aimée, qui était enfin rentrée à la maison.